Bon, la session suivante va parler de COBOL. Et non, je ne ferai pas de blague sur le prétendu âge avancé des cobolistes, parce que je pense qu'on a fait le tour avec ces mauvaises blagues. Par contre, je vais vous parler de la réforme des retraites. Parce qu'en fait, il y a à peu près 6 mois, François Fillon annonçait que comme les cobolistes n'avaient pas de framework de test, leur travail était considéré comme pénible et donc ils pourraient partir à la retraite à 60 ans. Sauf que voilà, entre-temps, COBOL Unit est arrivé. Et donc oui, même les cobolistes devront travailler et cotiser un peu plus longtemps. Donc vous l'avez compris, cette session va parler de tests en environnement mainframe. Et on va laisser la parole à Désiré Tanga, qui est architecte senior chez Octo, spécialiste d'architecture mainframe. Et on va laisser la parole également à Hervé Vaujour, qui est le papa de COBOL Unit. Je vous demande d'accueillir Désiré et Hervé. Oui, bonjour. On va donc vous parler de la session qui est intitulée Papy's Back et il n'est pas content. Donc COBOL, Better, Faster, Stronger. Lors de cette session, on va vous raconter des histoires de Papy. On va voir que Papy a encore de l'avenir devant lui. Papy a de nouveaux terrains de jeu qui sont en train de s'ouvrir avec le monde open. On va essayer de vous donner en fait notre vision sur ces nouveaux terrains de jeu, des petits tips en fait pour adresser au mieux ces nouveaux terrains de jeu. Et à la fin, évidemment, on vous fera une synthèse. Tu te rends compte du nombre de tests à passer en qualification? Le processus de qualification des applications mainframe aujourd'hui reste essentiellement manuel. Donc, dit essentiellement manuel, dit consommation en ressources. Mais non, malheureux, mais touche pas à cette routine. Georges est à la retraite, c'est le seul qui la maîtrisait. Fin un copier-coller. Ça, c'est le symptôme en fait de la perte de maîtrise du code. On fait évoluer en fait nos applications par copier-coller. C'est dangereux et il ne faut pas le faire. Mais dans quel couloir est-ce que je dois exécuter mes tests pour faire passer ma qualif? Qui dit qualification dit généralement jeu de données, dit initialisation de la base de données dans un état connu qui soit compatible en fait au jeu de données qu'on injecte pour qualifier l'application. Donc après ces petites histoires qui sont pas forcément reluisantes, on va vous dire que Papy malgré tout a énormément d'avenir devant lui. Pourquoi? Parce que le mainframe arrive en 1964. Plus de 4 décennies. Le mainframe aujourd'hui, on parle de 200 milliards de lignes de code COBOL qui sont écrites. Une étude du Gartner parle de 70 à 80% des applications spécifiques qui sont écrites en COBOL. En plus, les architectures IMS et CICS sont réputées comme étant très très robustes, bien évidemment. Elles tiennent la charge. Et malgré cela, on constate quand même une évolution qui a pris dans le monde open et qui est restée en retrait dans le monde du mainframe. Et ces évolutions-là concernent notamment le mode ou les pratiques de développement des applications. Dans le monde mainframe, on est resté en fait généralement sur les développements qui suivent un cycle en V. Ce qu'on retrouve comme outillage et développement ou framework dans le monde open, généralement, on n'a pas l'équivalent dans le monde mainframe. C'est du tout manuel ou je redéveloppe ou je vais acheter chez quelqu'un. C'est du tout fait. Des cycles de développement qui donnent ou pas satisfaction. Parce que si on est là depuis 40 ans, c'est peut-être parce qu'on a aussi délivré les applications à temps et dans les budgets. Des applications critiques donc, où systématiquement, on va s'orienter sur le mainframe quand on aura des enjeux de volumétrie, des enjeux de criticité et des enjeux de robustesse. Donc comme on vient de le voir, Papy a quand même de beaux restes et il va garder son avenir devant lui. Papy s'intéresse aussi COBOL 1960, les mainframes 1964, les applications open, quoi, le monde open apparaît au milieu des années 80. C'est-à-dire que tout le monde open a pu s'inspirer du meilleur des pratiques et des technologies côté mainframe. On va donner des exemples, je vais en donner 2, qui sont LPAR, les Logical Partition, qui sont un petit peu pour nous l'ancêtre des machines virtuelles. Donc on va parler de VMware et on va parler de VirtualBox. Le deuxième exemple que j'ai envie de citer, c'est le Pay Per Use ou le Pay As You Go, qui est un mode de fonctionnement, un mode de paiement en fonction de la ressource qui est utilisée. Des choses qui sont fortement utilisées dans le cloud. Or, en mainframe, le mode de facturation est fortement lié au mode d'utilisation des ressources. Donc, l'open s'inspire du mainframe. Aujourd'hui, pourquoi nous, les papys, on ne va pas regarder ce qui peut se passer dans le monde open et faire comme eux, s'inspirer des pratiques qu'ils vont utiliser et qui nous semblent pertinentes. La grosse différence qu'il y a entre ces deux mondes, c'est que
Dans la partie mainframe, on continue de voir des applications comme un tout. Alors que dans le monde open, la vision a évolué quelque peu. On a plutôt une vision de composants et de services réutilisables. Mais qui dit composants et services réutilisables dit aussi inadéquation à la qualification au tout manuel. Alors, Papy, qu'est-ce que tu as à nous proposer dessus? Donc pour faire ça, en environnement open, on parle d'outils de test unitaires ou d'outils de test fonctionnels. En fait, ce sont des outils qui sont, comme disait Papy Désiré tout à l'heure, qui sont des outils qui sont fournis dans le monde open source et open, donc qui sont relativement gratuits. Pardon. On a tendance aussi à parler d'intégration continue. L'intégration continue, c'est la capacité à diminuer mes temps de cycle et notamment à diminuer le temps entre la fin de mon développement et la mise en production. Si je comprends bien, on va pouvoir automatiser nos tests et avoir un tableau de bord qui va nous permettre de dire go, no go pour la production, c'est ça? C'est exactement ça et c'est ce qu'on va chercher à mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on met en œuvre côté open. On s'appuie aussi sur des outils de développement qui sont fournis, qui sont plus ergonomiques que les écrans 3270 qu'on peut trouver dans le monde mainframe et qui aussi nous permettent de faire à la volée des vérifications de syntaxe. Donc ils vont nous aider sur notre productivité. Donc si je reprends ce qu'on a dit jusqu'à présent, on met en place des services côté open et on outille pour diminuer le temps de qualification. Donc tu parles de temps. Exactement. Qu'est-ce qui se passe là? Tu as cassé la barrière entre les deux. Alors, c'est pas moi qui l'ai cassé, en fait, c'est le contexte qui veut ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'applications mixtes. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir le monde mainframe à des utilisateurs finaux. Donc, pour prendre un exemple, on va prendre l'exemple d'un tarificateur d'assurance sur un iPhone. Donc, l'utilisateur, dans son salon, va consulter sur son iPhone et il va faire une simulation de tarification pour une assurance auto. On va continuer d'utiliser le module de tarification qu'il y a sur le mainframe, c'est ça? Exactement. On va continuer à utiliser le module de tarification sur le mainframe. On va passer par, évidemment, la couche open. Et de toute façon, le module de tarification qu'il y a sur le mainframe, on sait très bien que les petits jeunes à côté, ils ne sauront jamais le faire. Nous, on a mis 10 ans à le faire. Donc, ils n'auront jamais le temps de le faire. S'ils n'ont pas le temps de le faire, et si à un moment donné, on doit tous travailler ensemble, on doit travailler sur des projets mixtes, on doit également, nous, se mettre à leur rythme. Aujourd'hui, on a vu que la qualification, on a vu que le temps de qualification sur les environnements, sur l'open, est beaucoup plus court. C'est-à-dire que notre travail au quotidien, notre challenge, est d'arriver à diminuer ce temps de qualification. Ce que je propose pour faire ça, c'est d'utiliser, on en a parlé tout à l'heure, on a une session sur le Lean, donc c'est des choses qui ont fait leurs preuves côté open, et on va également potentiellement utiliser l'agile. Donc on va peut-être arrêter de faire des modes cascadés ou des cycles en V. Ah, tu m'intéresses là. Tu penses bien que notre management, il n'est pas agile, et en plus la production, elle n'est pas agile. Comment on va arriver à déployer des applications aussi courtes que ça? En fait, on ne va pas révolutionner toute l'entreprise. On ne va pas réussir à changer toute l'organisation qui s'est bâtie autour de ce cycle en V. Ce qu'on va faire, c'est à notre niveau, simplement à notre niveau, on va avoir la prétention d'essayer de changer les choses à notre niveau. C'est-à-dire de faire des livraisons plus fréquentes et plus régulières. Quand je parle de livraison plus fréquente et plus régulière, il faut se poser la question de c'est quoi une livraison. La livraison, ce n'est pas forcément ce qui va aller en production. La livraison, c'est peut-être simplement un développement que je vais faire sur COBOL et que je vais livrer en environnement de développement. Mais ce composant, il doit fonctionner. C'est-à-dire que je vais faire tourner des tests automatisés dessus. Tu m'intéresses. Alors, c'est quoi ces livraisons, finalement? Eh bien, je te propose d'y répondre, toi. D'accord. OK. On va livrer des services. Ça peut paraître nouveau, en fait, quand on parle des services sur le mainframe, mais en y regardant de près, depuis IMS et CICS, on avait déjà des services. Tout ce qu'il y a comme point d'entrée du mainframe qui est adossé, en fait, à IMS, à CICS, donc nos transactions, c'est des services. Les écrans 3270 qui sont les points d'entrée pour alimenter nos systèmes, c'est des services. L'idée, c'est de se dire, on va aller un niveau en dessous, plus considérer les applications d'un point de vue global, mais finalement développer des applications sur un mode où on livre une fonctionnalité après une autre. Mais par contre, on a un souci, c'est que via les modes de qualification des applications qu'on a aujourd'hui, arriver à tenir ces délais est un peu antinomique au fait qu'on consomme énormément
de ressources sur la qualification. Donc en fait, on va mettre en place le principe du fail fast, c'est-à-dire que comme on va livrer des choses régulièrement et on va essayer d'avoir le plus rapidement possible le retour de nos utilisateurs, un feedback, on va pouvoir s'offrir l'opportunité et la chance soit d'abandonner une fonctionnalité qu'on aura réalisée et qui ne servira pas à nos utilisateurs, soit de la modifier. Si je modifie une fonctionnalité, donc un composant que j'ai fait en environnement mainframe, qui ne sert parce qu'il doit être modifié, parce que mes utilisateurs le veulent, je dois garantir au système qui communique avec mon composant, avec mon service, que je ne vais pas les mettre en péril. Si je comprends bien, tu proposes là de conserver une compatibilité des services qu'on a, même si on a changé des choses. Exactement. Et pour ça, on peut s'inspirer du modèle du génie civil. D'accord, ok. On a pris un exemple qui a été visible pendant un certain temps, c'est les grands moulins de Paris, dans le 14e à Paris. Ce qu'on constate sur la photo à gauche, c'est que bien qu'on ait un chantier, les façades ont été conservées. Les façades sont conservées. Alors que, à l'intérieur du bâtiment, on a une refonte complète. Si vous regardez bien cette image-là, on a des parties qui sont, on va dire, super vieilles, et à côté, on a du bois. Alors, c'est de dire qu'on a refondu la partie interne. On l'a sécurisée avec des éléments qui sont le bois. Et notre offre de service, c'était de garantir aux passants à chaque fois le paysage qu'ils avaient, à savoir la façade. Tout à fait. Donc, on a sécurisé les éléments internes, mais on va aussi éviter que les murs externes tombent sur les passants. Donc, on va aussi sécuriser l'extérieur. On va sécuriser la façade. Alors, concrètement, sur l'exemple que tu as donné, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, sur l'exemple du tarificateur iPhone, ce qu'on va mettre en place, c'est différents types d'outils. Des outils, donc, on en a parlé tout à l'heure, des outils de test unitaires. Les tests unitaires, en fait, ça va être le calculateur côté mainframe. On va principalement les baser sur le calculateur. Et ils sont dans l'environnement mainframe. Ils existent, COBOL Unit, RPG Unit. On verra tout à l'heure, on en discutera. On va également utiliser dans le monde open d'autres outils, des outils de test unitaire et des outils de test fonctionnel. Outils de test unitaire dans l'environnement open, JUnit, NUnit, PHP Unit. Et sur les outils de test fonctionnel, on va retrouver du Green Paper ou du Fitness. La particularité est qu'on va essayer de tendre vers l'intégration continue. On a deux composants qui sont réalisés dans deux environnements qui sont complètement différents, qui sont dissociés. À un moment donné, je veux voir qu'un seul système qui se construit. Je m'en moque de savoir que c'est fait à gauche ou à droite. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un rapport sur un build qui me montre qu'il y a un problème sur le projet. Je ne veux pas des responsables, je veux savoir qu'il y a un problème et je veux savoir le corriger. Si je résume, tu nous dis là, sécuriser, ça passe par les tests. Alors, que viennent faire les IDE là-dedans? Les IDE, c'est pour améliorer la productivité. C'est-à-dire qu'on est sur des outils intégrés en environnement open. Donc, on pourrait très bien imaginer l'utilisation d'outils de développement dans le monde open. Quand j'ai développé COBOL Unit, j'ai utilisé Eclipse sur un environnement qui était Ubuntu, en utilisant derrière un compilateur qui était OpenCOBOL. Je n'ai pas développé sur l'environnement mainframe. Donc, j'ai utilisé toute l'ergonomie que m'offrait Eclipse et ces nouveaux environnements. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, je peux t'en dire plus, mais dans un premier temps, je voudrais mettre une alerte et vous dire la première marche quand on met en place des tests, c'est de stabiliser un jeu de données de test sur une partition qui est dédiée. Partition ou couloir de développement ou couloir de test, c'est ça? Exactement. Okay. Quand on met en place ces jeux de données, on ne va pas chercher à avoir l'exhaustivité. On sait qu'on n'y arrivera pas. En revanche, ce qu'on va essayer de faire, c'est de cibler au mieux les données, peut-être 10 clients, avec des caractéristiques différentes, peut-être 5 types d'utilisateurs, mais ces données, elles vont être stables dans le temps, on va peut-être les enrichir, elles vont couvrir un maximum de processus critiques de mon entreprise. Ensuite, je vais répondre à ta question. Donc, là, on a juste recité dans les slides qui suivent des outils pour vous ramener en fait, sur des choses pour montrer que ça existe. JUnit, en fait. Donc ça, c'est un script JUnit qui nous permet de faire des tests unitaires. Ici, un script COBOL Unit qui nous permet également de faire des tests unitaires. Sur la partie test fonctionnel, comprenez par là la qualification automatisée des scénarios de test. Là, sur l'écran, on vous a présenté quelque chose qui est, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'outil? Green Paper. Voilà. Dans cette partie, on vous montre concrètement
un procédé qui ne s'appuie pas sur Green Paper, mais qui utilise d'autres outils qu'on va citer, DBUnit et JUnit. DBUnit va nous servir à quoi? DBUnit va nous servir à positionner la base de données dans un état connu. On a dit tout à l'heure, pour qualifier en fait une application, on avait besoin que les données existantes en base soient compatibles à notre jeu de données. Donc, la première étape de notre test fonctionnel va être de positionner la base dans un état connu. La deuxième étape va être l'appel de la transaction ou du service qu'on souhaite valider, qu'on souhaite qualifier. Et lorsqu'on a fait cet appel, on reçoit un retour. Il va se produire deux choses. On va aller vérifier en base de données sur le mainframe que le service métier qui est implémenté a effectivement modifié l'état de la base. Ça, c'est la première vérification. Et la deuxième vérification, c'est le retour en fait de l'appel de service qu'on a effectué en étape 2 et qui va nous permettre de valider de manière définitive que, 1, l'état de la base a été modifié, et de 2, que le service attendu a été correctement effectué. Donc on est bien en train d'utiliser des outils du monde open pour faire des tests dans le monde mainframe. Le dernier point, c'est la possibilité d'automatisation de cette tâche de qualification, parce qu'on va pouvoir l'intégrer à une usine à une plateforme d'intégration continue. Ici, on a repris en fait tout ce qu'on avait pu citer, et évidemment on n'est pas exhaustif. On a ici COBOL Unit, RPG Unit, dans des environnements qui sont des environnements mainframe et open. Ils fonctionnent dans les deux environnements. Des outils de test unitaires, DBUnit pour la base de données, JUnit, on les a cités. Ils font partie en fait de tout ce qu'on appelle les XUnit. La particularité de ces outils, c'est qu'ils sont gratuits. Et ils sont aujourd'hui accessibles par la communauté. Et ils sont développés par la communauté. Les outils de test fonctionnels, Green Paper qui est payant, Fitness qui n'est pas payant. La particularité en fait de ces outils, c'est qu'ils peuvent être utilisés par des fonctionnels. Vous n'avez pas besoin de connaître du code, vous pouvez utiliser ces outils pour faire des scripts de test. Et enfin, côté outils de développement, on a cité 4 qui sont Eclipse, celui que j'ai utilisé sur COBOL Unit, Cobos, sachant que Cobos est également gratuit de la même manière qu'Eclipse, et COBOL IT et Rational Software IBM, Rational Developer for System Z. Et ces deux outils sont payants. La particularité, c'est que les trois outils qu'on cite en haut s'appuient sur l'Eclipse. Tu nous as parlé de COBOL Unit là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc oui, je peux en dire plus. COBOL Unit, c'est un outil pour faire des tests unitaires automatisés en COBOL sur du COBOL. Et ce sont des tests qui sont répétables. Comme on a des problèmes de technique aujourd'hui, tac, je change d'environnement. Et je vais vous présenter, en fait, c'est une démonstration. Là, on vous présente la routine qui a testé. Cette routine, elle présente une particularité, elle va faire des calculs de frais de port. Donc, en fonction de l'endroit d'où je viens, ici la France, je vais vers l'Italie, je sais que j'ai pour 120 € de frais de port. Quand j'écris mon test en COBOL Unit, évidemment, je vais utiliser les copies COBOL Unit et je vais aussi appeler la routine de tout à l'heure. Et je veux vérifier en lui passant l'Italie et la France que elle va me renvoyer bien 120 en frais de port. Sauf que là, je vais taper 125 parce que je veux exprès générer une erreur dans mon test. Alors comme c'est réalisé sans trucage, on va vous montrer qu'on n'est même pas dans une usine de développement ici. On est en train de faire de la compilation et de l'exécution manuelle sous Ubuntu, environnement open. Et à côté, on va visualiser le résultat du test, en dessous. Résultat du test, le test a failé. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à avoir... Il a eu 125 et il voulait 120. Je retourne dans mon test, je modifie mon test. Bien évidemment, dans le réel, c'est l'inverse. En règle générale, on modifie plutôt le code. Là, c'était pour l'exemple de la simulation. Je rebuild, je réexécute. Je rafraîchis ici mon fichier de sortie qui me renvoie un succès. Donc, ce n'est pas très compliqué à utiliser. Un petit Alt-Tab des familles. Hop. Si vous avez fait des développements sur les environnements mainframe, vous connaissez tous le TSO et le cycle compliqué en fait de développement qu'il y a autour. On ne va pas le parcourir, mais c'est de dire on édite, on compile, on soumet les jobs, potentiellement on fait des displays, mais ce n'est pas dans le même environnement. On a le bonheur qu'on a eu il y a une vingtaine d'années dans le monde open où on a eu les environnements de développement intégrés. L'avantage là, dans ce contexte-là, c'est qu'on ne change pas d'outil. On reste dans le même outil, on n'a pas besoin de mettre du display dans notre code COBOL. On est capable de poser des points d'arrêt dessus et surtout de visualiser le contenu des variables.
Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la convivialité des outils et de le fait d'être beaucoup plus productif. Ici, quelques exemples. On va pouvoir faire des expansions de copies. Ici, l'autocomplétion, c'est-à-dire je commence à saisir une variable, automatiquement on me propose l'ensemble des variables associées. Ici, de l'analyse de syntaxe à la volée et la possibilité ici de compiler à partir d'un environnement open sur un environnement mainframe. Et si on concluait? Je pense que c'est une bonne idée vu que ça clignote rouge. Donc, en synthèse, ce qu'on vient de voir, c'est que Papy, il a son avenir devant lui, et son avenir, en fait, il va le construire avec le monde open. Et il peut le construire avec le monde open. Ceci est d'autant plus justifié que le mainframe est de plus en plus ouvert. Chaque évolution de IMS et de CICS fait qu'on a plus de facilité en fait, à utiliser des ressources mainframe depuis le monde open. C'est de dire, utilisons avec parcimonie le meilleur des deux mondes pour faire stronger, faster and better. Ensuite, j'insiste sur le fait que le grand soir n'existe pas. À trop attendre, on n'avance pas. On en a parlé tout à l'heure, on en a parlé dans différentes sessions Lean. La première marche qu'on a citée, en fait, c'est comment moi, à mon niveau, je peux m'améliorer. Je peux m'améliorer en mettant en place une plateforme de test avec des données statiques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et je peux aussi créer un environnement dédié pour le développement. De plus, et je finirai là-dessus, je trouve qu'il est regrettable de voir que sur les environnements mainframe, la place à l'innovation est moins importante que sur les environnements open. Pourtant, Papy a l'avenir devant lui. Donc on peut également innover, on peut également créer nous-mêmes des outils. Merci à vous.